Pascal, vous êtes journaliste et grand reporter pour plusieurs télévisions. Vous avez suivi un seigneur afghan dans un village et vous en avez tiré un documentaire, c'était votre premier documentaire peut-être, et une BD aussi où vous êtes représenté à ses côtés dans la lutte contre les talibans. Enfin, vous l'accompagnez et un petit peu Sécotine, hein, c'est ce que... Oui. Parlez-nous de Sécotine juste pour... pour cette BD. Mais non, l'idée c'est de montrer l'envers du décor, c'est-à-dire que de la même manière on va le faire pour les guerrières kurdes et la région, ici l'Afghanistan, c'était une manière de faciliter le récit et d'expliquer comment on l'avait rencontré, comment on était parvenu à le suivre sur 10 années quand même, lui et son village. Donc voilà, donc là c'est le côté coulisses et en même temps expliquer tout ce qu'on n'avait pas expliqué dans le film, parce que faire un film c'est une chose, expliquer le fin fond de l'histoire, est-ce que parfois on ne peut pas filmer parce que les gens n'expriment pas, parce qu'il y a une grande pudeur, parce qu'il y a des choses qui se sont passées quand on n'était pas là. Voilà, donc c'est une autre manière de raconter l'histoire en bande dessinée, qui est un art qui a de plus en plus de succès auprès du public surtout, et puis qui est une manière de raconter l'histoire en images, mais d'autres images. Oui, absolument. Bon, je vous invite à vous procurer cette bande dessinée parce qu'elle est très très intéressante et instructive. Qu'avez-vous fait d'autre? Vous avez écrit des livres avec Vian, sur la dictée de Vian d'ailleurs. Moi, Vian, combattante contre Daesh, qui est en vente ici, et j'ai lu ce livre, il est captivant. Ça, j'ai été captivée complètement de la première ligne à la dernière. Enfin voilà, donc, et puis vous partez en Syrie au mois de mai 2015 et vous réalisez ce documentaire Femmes contre Daesh. Femmes contre Daesh, un titre, 3 mots, femmes, les femmes qu'on a vues là et qu'on peut apprécier dans leur jeunesse. D'abord, Vian a 18 ans quand elle fuit sa famille, enfin quand elle s'enfuit pour rejoindre la guérilla. Elle en a 25 ans, comme vous avez dit. Donc elles sont jeunes, elles sont enthousiastes, elles sont déterminées, mobilisées, et effectivement soumises à une discipline très, très, très stricte. Évidemment, il n'y a aucune relation sexuelle qui soit permise, mais à part ça, elles sont souriantes, on les voit complètement enthousiastes, libres. Elles parlent souvent de la liberté. Quand on entend la sœur de Vian dire ma sœur risque que sa vie tous les jours, mais elle est libre. Par rapport à elle, c'est tout un programme, quoi. Ça nous laisse vraiment penser à ce qu'elles vivent et comment elles renversent un petit peu les choses. Dans cette lutte contre Daesh, moi ce qui m'a frappé aussi, c'est que ces femmes, donc qui ne sont plus dans la clandestinité comme vous avez expliqué, elles ont cet atout supplémentaire qui est le fait d'être une femme contre Daesh, fait fuir les djihadistes. Et elles ont cette arme qui est plus forte que les armes classiques, qui est leur you, on arrive. Donc on se demande le pouvoir magique de ces you et est-ce qu'il opère toujours? Est-ce que vous pouvez... Alors avant d'entamer le débat, je voudrais vous remercier pour cette gentille présentation et vous remercier tous d'être là. Je voudrais remercier l'Observatoire de la diversité culturelle qui est à l'initiative de cette invitation et de cette projection. Remercier la ville des Lilas et remercier le Centre culturel Jean Cocteau. Voilà, je suis très contente d'être avec vous. Et on va beaucoup parler du courage des femmes kurdes ce soir. Moi, je voudrais saluer le vôtre, parce que c'est pas facile d'organiser ce genre de projection dans l'ambiance dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en France et en Belgique aussi d'ailleurs. Et donc voilà, je tiens à saluer ce courage intellectuel, physique, et puis surtout vous remercier d'être là pour débattre de ce sujet qui, je pense, est important. Et c'est dans ce genre
moments qu'on peut faire avancer les choses, comprendre les uns les autres. Et voilà, je suis à votre disposition. Et puis remercier l'association des Mandibules qui, si j'ai bien compris, a cuisiné kurde ce soir pour nous. J'ai hâte de découvrir. Le tango des Mandibules. Voilà. Alors, les you-you. Les you-you, eh bien, c'est pas du tout une invention, c'est vrai, c'est réel. C'est-à-dire que c'est une vraie arme de... Pas de destruction massive parce que c'est une arme psychologique, mais qui fait effet pour 3 raisons. C'est que d'abord, dans le Moyen-Orient, les seules à faire le you-you, c'est les femmes. Donc quand elles font leur you-you, les djihadistes qui sont en face, parce que parfois ça se joue à quelques mètres, hein, les combats, notamment les combats dont elles parlent dans la ville de Kobané, les djihadistes sont à quelques mètres, voire parfois dans le même immeuble, séparés par un mur. Donc ils entendent parfaitement que ce sont des you-you de femmes, et ils ont peur pour 3 raisons. D'abord parce que les femmes sont des bonnes combattantes, tout simplement, c'est-à-dire qu'elles savent se battre. Deuxième raison, elles n'ont pas peur de mourir, ce qui, en termes militaires, est un atout considérable, parce que elles savent que si elles sont prisonnières, elles l'expliquent dans le film, elles vont se faire violer, bien sûr, et donc il est hors de question qu'elles passent par cette case-là, et donc elles préfèrent se suicider et au mieux se faire exploser au milieu de l'ennemi, comme ça en plus elles en tuent. Et donc eux, ils sont non pas win-win mais perdant-perdant, c'est-à-dire que non seulement ils risquent de mourir parce que ce sont des bonnes combattantes, parce qu'elles n'ont pas peur de mourir, mais en plus, comme ils ont été tués par des femmes, ils vont être privés de paradis. Donc là, c'est vraiment... alors, privés, évidemment, des 80 vierges qui vont avec la promotion du paradis. Donc là, c'est totalement inimaginable. Et donc, c'est une arme psychologique extrêmement efficace et dont elles usent sans modération pour faire fuir l'ennemi avant même de combattre. Et c'est le cas. Et ils fuient puisqu'ils savent que là, ils risquent d'y passer. Oui, elles auraient effectivement tort de se priver de cette arme. Ouais. Quand vous êtes parti, vous êtes rentré. Comment vous êtes rentré en contact avec ces femmes? Qu'est-ce qui a été le moteur? Alors, c'était... Ouais, comment vous êtes arrivé là-bas? Ça a été très 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 compliqué. D'abord, l'idée est venue parce que vous avez vu, comme moi, aux infos au sujet de JT, de temps en temps des femmes qui apparaissaient. Alors il y a eu des petits sujets, parfois elles étaient là en toile de fond, parfois elles étaient l'objet d'un vrai sujet. Et donc je me suis dit, mais c'est dingue, au Moyen-Orient qui n'est quand même pas connu pour la liberté et les droits des femmes, comment c'est possible qu'il y ait des bataillons, et d'abord est-ce qu'il y a des bataillons ou est-ce que c'est simplement de la com du PYD, du PKK, enfin qui ont envie de mettre des femmes combattantes. Donc je me suis dit, il y a un vrai sujet. Maintenant il faut y aller. Alors ce qui est compliqué, c'est que évidemment la Syrie commençait. On ne peut pas y voyager comme on veut. Le premier voyage en mai 2015, en documentaire, on fait en général plusieurs voyages. Et d'abord un premier voyage initiatique pour rencontrer les gens et pour savoir avec qui on va faire le film, parce qu'il faut porter un film. Donc en mai 2015, on est passé par la Turquie, qui était la manière la plus simple, et en même temps c'était extrêmement compliqué. Et on a fait un peu ce que les réfugiés font à l'inverse, c'est-à-dire on a sauté au-dessus de Barbelé, avec des passeurs, avec des blindés les unités douanières turques qui aux trousses. Enfin bon, voilà. C'était un peu compliqué. On a donc passé ces barbelés. On a couru dans des champs syriens sans savoir trop où on arrivait, avec toujours des passeurs kurdes. Et puis on est entré en contact avec la guérilla qui était prévenue de notre arrivée. On a été logé à Kobané. Kobané venait d'être libéré il y a quelques mois. Et donc voilà, c'était très compliqué. Puis là on a dû convaincre la guérilla. Curieusement, on pensait que ce serait un sujet dont ils auraient envie de nous parler, qu'ils auraient envie de montrer, parce que c'est plutôt avantageux. Et bien non, pas du tout. Ils n'avaient pas du tout compris, ils n'avaient pas du tout l'intention de détacher une de leurs guerrières ou de leurs commandantes pour qu'on la filme, on l'interroge, pour faire le film, etc. C'était extrêmement compliqué, ils étaient très méfiants. Et ils n'ont pas une démarche de communication dans la durée, c'est-à-dire qu'éventuellement de temps en temps ils permettent qu'on filme les femmes parce qu'elles sont vraiment sur le front, mais pour les convaincre de notre bonne volonté et surtout de l'utilité d'un tel projet, c'est-à-dire qu'on leur a dit, nous, indépendamment de ce que vous représentez comme mouvement dans la situation syrienne, nous ce qu'on veut montrer c'est que dans votre mouvement il y a des femmes qui sont dans un nombre assez considérable et qu'elles luttent contre Daesh. Voilà. Bon, on est arrivé.
On a fait un deuxième voyage. On a dû retrouver Vianne qui n'était pas sur le même front. Enfin, c'était toute une histoire. On a vraiment dû parlementer énormément. Et puis finalement, ça s'est fait. Le deuxième voyage, on n'est pas passé par la Turquie, on est passé par l'Irak, puisque la Turquie avait vraiment totalement fermé la frontière. Il n'y avait même plus moyen de sauter le barbelé. Et on est passé par l'Irak. Donc c'était compliqué aussi. Pardon. Parce que... Oui, j'ai besoin de un petit peu d'eau, peut-être. Mais Pascal, vous êtes effectivement quelqu'un qui est au cœur, d'après ce que vous venez de dire, au cœur de ce qui se passe, des conflits planétaires, et à la fois très très proche des gens. Vous partagez leurs combats, vous partagez leurs comédiens, leur quotidien, pour nous transmettre donc la façon dont ils sont au front. Là, vous avez pris quand même pas mal de risques. C'est ce que vous venez aussi de nous dire en passant par la Turquie, l'Irak. Je suppose que ça ne va pas être... bon, il doit y avoir des moments où vous avez eu peur. Peut-être que vous allez nous en parler, mais je ne sais pas. Ce qu'on comprend dans le film aussi, c'est que les femmes viennent volontairement. C'est-à-dire c'est 100% du volontariat. D'où viennent-elles? Il y a une différence entre l'origine de Vian, puisque elle quitte sa famille sans l'accord de ses parents, sans l'accord de son frère, sans l'accord de la famille. Donc elle s'enfuit, alors que Ararat, elle part avec la bénédiction de sa famille. Donc il y a vraiment des différences, mais malgré tout, les combattantes viennent de partout. Vous nous expliquerez aussi peut-être les différences d'origine, et puis surtout, Vian, quand elle s'en va, c'est vrai qu'on sent un capital de sympathie pour les guerrières combattantes de la part des voisines, de la part des cousines, de la part des sœurs, etc. Est-ce que ça fait bouger les choses, ou est-ce uniquement le parti qui fait bouger les choses? Parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est la sincérité de leur démarche. Je me bats pour être libre, je suis une femme libre, je ne vais pas me laisser enfermer, donc voilà. Mourir, de toute façon, tout le monde mourra, comme dit Vian, mais moi ce que je veux, c'est exister, me battre, et elle rayonne en disant ça. Alors je suis désolée, mais j'ai surtout peur de retousser. En fait, je suis totalement grippée. Et donc voilà, des petits hauts et des bas dans la voix. Donc, pour continuer avec votre question. Donc le deuxième voyage, on est passé par l'Irak, et c'était très compliqué parce que, curieusement, l'autre versant du Tigre est occupé, est contrôlé par les Kurdes, mais c'est pas les mêmes Kurdes. Moi, ça va pas du tout. Et c'est pas les mêmes Kurdes, c'est les Peshmerga. Donc là aussi, il faut un peu se cacher, mais c'est plus organisé. Voilà. Les Peshmerga sont plus organisés. C'est-à-dire que le passage est officiel, mais on peut pas leur dire qu'on va voir les autres. Oui, d'accord, c'est ça. Ouais. Ça va être drôle, hein, cette conférence. Alors, est-ce que vous avez eu peur quelquefois? Oui. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Parce que quand on... Enfin, je ne sais pas où vous étiez au moment où les dernières scènes ont été tournées, mais bon, le combat était fini, mais il y a des moments où vous étiez au front. Non, et de toute façon, vous prenez des risques en rentrant. En fait, c'est la même question. Sur la peur, il faut avoir peur, parce que sinon, dans les zones de combat, et dans les zones de guerre, ce qui était le cas, il faut avoir peur, parce que sinon on fait des erreurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir un thermomètre de la peur bien réglé. Si on a trop peur, on n'y va pas, et on ne fait pas ce genre de film. Et si on n'a pas assez peur, on fait des erreurs. Donc, la peur est un élément central. Mais il ne faut pas en être prisonnier de sa peur, parce que sinon on ne fait rien. Non, mais oui. Et là, j'ai peur de retousser. Je sais pas, j'avais envie de vous demander, le film a été tourné en mai 2015, et aussi en novembre. Oui, alors on est allé 2 fois. Là, depuis, les choses ont beaucoup changé, hein, comme vous savez. Vous vous souvenez de la carte
Donc leur objectif, eux, c'était de rejoindre Afrin, la partie tout à fait à l'ouest. Ils n'y sont pas parvenus, pourquoi? Ils ont traversé l'Euphrate, donc la rivière, enfin le fleuve qu'on voit, les positions le long de l'Euphrate, là ils ont traversé, ce qui pour la Turquie a consisté en un acte, une déclaration de guerre en fait. Et donc la Turquie est entrée en Syrie, il y a eu des affrontements, mais les villes de l'autre côté ont été libérées. Les deux régions ne sont pas reliées encore. Donc la situation a beaucoup évolué, et pour le moment, elle se prépare à la grande offensive sur Raqqa. Oui. Ils attendent des armes leur ont été promises. On va voir. En principe, après Mossoul, c'est Raqqa. Oui, là vous revenez de Mossoul. Hein. Ouais. Oui, où j'ai toussé aussi. Pas pour les mêmes raisons. Vous parliez des Peshmerga et donc ça, les unités de protection du peuple YPG. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les différences entre ces deux branches armées kurdes? Vous pourrez nous en parler puisque vous êtes passé à l'Institut kurde. Et vous pouvez nous parler à quel point les Kurdes sont un peuple malheureusement opprimé depuis des dizaines de milliers d'années, on peut le dire, et qui sont malheureusement séparés et divisés, c'est-à-dire qu'ils sont répartis sur 4 pays, ça vous le savez, mais à l'intérieur même du mouvement kurde, il n'y a pas un mouvement, il y a plusieurs mouvements, et il y a plusieurs organisations. Pour la faire courte, les Kurdes qui aujourd'hui dominent en Syrie, dans le nord de la Syrie, c'est donc le PYD et les bras armés dont on a vu les branches féminines, qui sont d'inspiration marxiste-léniniste. La matrice idéologique, c'est la même matrice que le PKK en Turquie, donc c'est une matrice de type marxiste-léniniste, et qui, quand ils sont au pouvoir, ce qui est le cas dans beaucoup de villes en Syrie, ils gèrent les villes sur un modèle, disons, assembléiste, de démocratie directe, avec beaucoup de débats, de représentativité, notamment des femmes, puisque la parité qui existe dans l'armée existe aussi au niveau politique, ce qui est assez incroyable. Tous les postes sont doublés, à la fois les présidences de parlement, les présidences d'assemblée, les mairies. Ils arrivent à le faire, ils ont suffisamment de femmes qui sont formées, ce qui est toujours un défi. En revanche, en Irak, les Kurdes majoritaires sont donc eux, ils ont le pouvoir sur une région où c'est tout à fait défini, puisque c'est le gouvernement régional irakien, enfin le gouvernement régional du Kurdistan, mais qui est inclus dans l'Irak, qui est reconnu en tant que tel. D'une certaine manière, ils ont un certain nombre de villes, de villages, enfin, je veux dire, tout ça est très, très organisé. Et là, on est sur un modèle plutôt social-démocrate, avec une gestion capitaliste traditionnelle, avec du business, des grandes compagnies qui sont installées puisqu'il y a beaucoup de pétrole, et avec des alliances tribales, clairement. Donc on est dans un modèle beaucoup plus traditionnel. Ceux de Syrie donnent plus la voix à une organisation sociétale qui n'est pas ancrée dans l'histoire de la région, qui est plutôt révolutionnaire. Oui. Et alors pour comprendre pourquoi la présence des femmes est aussi importante de ce côté-là, parce que du côté irakien, il y a aussi récemment certaines brigades féminines qui se sont constituées, mais ça reste minoritaire et surtout c'est très jeune, donc forcément ce sont des fantassins. Enfin, il n'y a pas encore de commandants, de snipeuses, de forces spéciales comme c'est le cas de l'autre côté, puisque de l'autre côté ça a commencé depuis très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que pour comprendre le phénomène en Syrie, la présence de ces femmes, c'est que c'est pas seulement des militantes, comme vous le disiez très bien, c'est pas seulement des femmes qui décident de rejoindre le mouvement kurde parce qu'elles veulent libérer leur territoire et défendre la cause kurde. Si ça avait été que ça, je dirais que ce n'aurait pas eu le succès que le mouvement a connu. En fait, la raison, une des autres raisons principales, c'est que la guerre, curieusement, c'est la seule manière
la seule voie d'émancipation pour ces femmes. Vous vous souvenez la sœur qui dit ma sœur au moins elle a la paix, elle risque sa vie mais elle ne doit pas gérer son mari et ses enfants. Et c'est vraiment ça pour ces jeunes femmes. Sortir du village et sortir de la maison familiale, c'est la seule manière de rejoindre la guérilla et de s'engager dans cette voie qui est sans retour de nouveau. C'est-à-dire qu'elles ne reviennent pas à la maison, elles ne prennent pas de mari. On l'a expliqué dans le film. Donc voilà, donc il y a une vraie une base sociétale dans ce mouvement et dans cette décision personnelle de rejoindre la guérilla. Même quand on entend les milices arabes parler du commandement des femmes, ne serait-ce que de l'engagement militaire dans l'armée, dans la guérilla de femmes, mais enfin, ils sont obligés de reconnaître effectivement qu'elles sont meilleures qu'eux sur le terrain. Oui. Mais c'est incroyable que dans cette zone du monde, des femmes puissent accéder à de telles responsabilités. Oui, oui, et c'est réel, hein. C'est-à-dire que ça aussi c'était un des questionnements, c'est-à-dire quelle est la présence réelle de ces femmes? Est-ce qu'il y a vraiment des bataillons? Est-ce que la présence numéraire est suffisamment importante pour qu'on puisse en parler? Et la deuxième question à laquelle j'essaie de répondre dans ce film, c'est quelle est leur carrière militaire? C'est-à-dire, est-ce que ce sont simplement des infirmières spécialisées ou des commandantes de logistique? Eh bien, non, pas du tout. Il y a une vraie carrière traditionnelle, comme dans la guérilla, c'est-à-dire évidemment pas avec des grades comme chez nous, mais qui correspond à ça. Elles passent les échelons, et donc elles arrivent à des postes assez importants, notamment commandantes de front, commandantes d'unité ou de brigade, notamment de forces spéciales, notamment de snipeuses. Et il y a une règle dans la guérilla kurde, mais aussi dans l'organisation civile et politique, c'est que les hommes commandent les hommes et les femmes commandent les femmes et les hommes. Et ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire que chez nous, je pense pas que ce serait tout à fait jouable. En même temps, on peut se dire que ça marcherait mieux si c'était comme ça. Bien sûr, on va le dire, mais avant de l'appliquer, on n'en est pas là. Donc c'est incroyable qu'ils arrivent à le pratiquer. C'est-à-dire une chose c'est de le dire, une chose c'est de se battre pour, et une autre c'est de l'appliquer. Et là, ils l'appliquent. Ouais. Mais ils l'appliquent, et en même temps, on voit la réticence. Bon, Vianne, qui est quand même quelqu'un d'assez exemplaire, je trouve, oui. Sa famille est très traditionnelle, sur un système patriarcat, un modèle où les femmes ne doivent pas commander. Oui. C'est étonnant, et en même temps, enfin c'est ce qu'on voit dans le livre, quand elle retrouve sa famille au bout de 3-4 ans, après la libération de Kobané d'ailleurs, sa mère la prend dans ses bras et lui dit « je suis fière de toi ». Donc c'est quand même aussi que quelque part elle comprend. C'est-à-dire qu'ils comprennent, et elle revient, non seulement, c'est un peu le retour de l'héroïne, c'est-à-dire à un moment donné ça change, elle n'est plus la fille de sa mère, mais la mère de sa fille, c'est-à-dire voilà, elle est fière parce que non seulement elle a fait sa vie, elle a rejoint la guérilla, elle est devenue quelqu'un, elle est devenue snipeuse, elle est devenue commandante adjointe et bientôt commandante, mais en plus, à ce moment-là, à un moment clé où effectivement on peut se réjouir de cela, parce qu'il ne faut pas oublier quand Vianne rejoint la guérilla en 2008, c'est totalement c'est dans le secret, c'est dans la clandestinité. Une fois que la situation change après la révolution syrienne, etc., le mouvement devient officiel, et donc on peut se réjouir non seulement dans son petit cœur, mais aussi officiellement. Et donc ça change complètement le rapport de force dans le village, mais aussi dans la maison, où elle peut revenir, parce que sinon elle ne serait pas revenue d'ailleurs, ou elle reviendrait secrètement. Et puis tout d'un coup, pour la première fois, c'est pas elle qui se lève pour servir les invités, c'est pas elle qui se lève pour servir le thé et faire la vaisselle, non, c'est ses frères. Et pour elle, c'était un moment, quand elle me l'a raconté, c'était un grand moment pour elle, parce que jamais ce ne serait arrivé si elle était restée à la maison. D'ailleurs, ça n'arrive pas à ses sœurs. Oui, ce qu'elle a aussi, enfin... la capacité aussi que Ranguine a à déceler chez Vianne ses talents de tireuse d'élite. Et c'est vrai qu'on voit, bon, c'est effectivement pour faire la guerre et tuer, mais Vianne, elle le fait avec beaucoup d'amour, quelque part. Enfin, je sais... C'est-à-dire qu'elle voit dans Vianne le personnage parfait,
parce qu'elle n'a plus rien à perdre. Non seulement elle est partie de chez elle, elle n'y reviendra pas, mais elle attend de la guérilla tout. Alors c'est pas seulement l'émancipation, faire de sa vie quelque chose, mais c'est aussi apprendre à lire et à écrire, ce dont elle rêve, parce qu'elle a vu, elle le dit au tout début du film, on l'a plus développé dans le livre, elle voit ses frères qui vont à l'école, elle demande à sa mère de pouvoir elle aussi aller à l'école, ce qui était possible. En Syrie, l'école était gratuite et ouverte aux garçons et aux filles. Le problème, c'est que dans les campagnes, les filles souvent sont cantonnées aux travaux des champs, et puis de toute façon on va les marier, donc pourquoi apprendre à lire et à écrire? Franchement, ça sert à rien. Donc elle avait demandé à sa mère, il y a des filles dans le village qui allaient à l'école, et donc des années et des années de frustration, elle les résout en rejoignant la guérilla, parce qu'elle sait que non seulement on va apprendre un métier, elle va devenir quelqu'un fruit de ses rêves et des films qu'elle a vus, un peu comme nous, elle voit les mêmes films, hein, mais aussi elle va apprendre à lire et à écrire, ce qui est fondamental. Et elle part de rien, parce que dans ce mouvement, il faut bien se rendre compte qu'il y a aussi des intellectuels, il y a aussi des bourgeoises, il y a des gens qui viennent des villes, il y a des filles qui ont fait des études universitaires et qui tout d'un coup ont la révélation et là s'engagent plutôt sur un mode militant, et aussi pour faire leur vie, parce que aussi dans la bourgeoisie, il y a aussi des mariages arrangés. Et elles veulent échapper à ces mariages arrangés, tout comme Vianne et comme toutes les autres. Et donc voilà, Erangin décèle chez elle non seulement cette volonté, parce qu'elle le fait, c'est-à-dire elle apprend à lire et écrire alors qu'elle vient de zéro, elle apprend, elle est très disciplinée, elle a une volonté de faire, et elle a envie, elle, d'être snipeuse. Et donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, le destin, elle prend son destin en main et elle parvient. C'est assez fort. Je propose qu'on arrête là le débat, parce qu'il y a le tango des membres de... Merci à vous Isabelle, merci à vous tous.